Bonjour, bienvenue à cette tranche spéciale. Nous sommes une fois de plus avec Freddy Mulumba Kabouaï. Il est politologue, écrivain, mais également directeur général adjoint de la RTNC. Avec lui, nous allons parler de la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, où on compte aujourd'hui plus de 300 morts depuis 9 mois déjà, des tueries dans cette partie du pays. Et vous savez que l'armée congolaise est engagée à éradiquer les forces négatives dans cette partie. Freddy Mulumba, aujourd'hui, quelle est la situation, quelle est l'analyse que vous pouvez faire de cette situation? On a entendu le monseigneur Mbongo qui parle déjà des tentatives de balkanisation de cette partie du pays. Quelle est votre lecture? Adam, je pense que le cardinal a été très clair. Il a dit ceci: il est étonné de voir qu'à Kinshasa, les gens prennent la bière, boivent et dansent, alors que le projet de balkanisation est en train de se mettre en place et les pays risquent d'imploser. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que quand une telle personnalité fait une telle déclaration, normalement les médias traditionnels, les médias privés publics, devraient quand même avoir le courage des journalistes de reprendre le discours du cardinal et d'aller en profondeur. Ça signifie quoi? Il faut faire appel à des spécialistes qui doivent expliquer clairement qu'est-ce que le monseigneur, le cardinal a voulu dire. Mais curieusement, Kinshasa, tout le monde est dans la danse. Et moi, je ne mâche pas mes mots. Ce complot est bien ficelé. Il a des gens à Kinshasa, des gens à Kigali, des gens en Ouganda et d'autres à l'étranger. On fait taire nos médias. De quelle manière? D'abord, les médias sont financés par des ONG. Et ces ONG travaillent, sont aussi financés par les multinationales qui sont dans les pillages des richesses du Congo à l'Est. Et ces multinationales portent les projets de la balkanisation. Voilà pourquoi Kinshasa, les gens s'en foutent. Donc, les journalistes qui ont des médias en ligne, tout comme les médias traditionnels, n'en parlent pas. C'est un complot bien ficelé, mais ils sont du mauvais côté de l'histoire. Il faut leur dire ça, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Pourquoi? C'est parce que nous sommes dans un processus de la deuxième indépendance. Qu'on le veuille ou non, la roue de l'histoire tourne. On ne va pas l'arrêter. Et ceux qui pensent qu'ils vont balkaniser des pays se trompent. Je pense que la situation géopolitique mondiale est en train de changer. Ce qui est vrai, ce qui était à la base de l'organisation sont les multinationales, des capitalistes prédateurs. Pour le moment, ils sont nombreux à Kigali, tous ces mondialistes. Et ce qui fait que Kigali, tout comme Entebbe ou bien Kampala, profitent des réseaux de Kinshasa. Parce que toutes les matières premières, même les bois, tout ce qu'on produit comme les cafés, tout passe par Kigali et Kampala. Pour preuve, il y a une entreprise belge qui est basée en Ituri, à Kampala, qui exploite et qui raffine, qui achète et raffine l'or et le Ituri pour exportation. Et vous avez une entreprise anglo-saxonne, britannique, anglaise, qui est basée à Kigali, qui raffine les coltans. Mais on vient aussi d'installer une nouvelle usine de raffinage de l'or. Or, ni l'Ouganda, ni Kigali, personne n'a les mines d'or chez eux, même pas les mines de coltan. Et ce qui est grave, c'est de voir que beaucoup d'Européens ou d'entreprises occidentales sont installés à Kigali. Ils viennent vous dire ici, démocratie, bonne gouvernance, c'est ça que je dis que nous sommes tellement naïfs. Il faut vite construire un rapport de force, d'abord intellectuel. Quand on dit intellectuel, il faut que les intellectuels parlent dans les médias. Il faut que dans tous les médias, ceux qui ont des idées, qui ont le sens de l'histoire, prennent les choses en main. Parce que s'il y a une information, cette information n'est pas donnée par les médias, elle n'existe pas. Et regarde, il y a 8 millions de morts, qui en parlent? Ni les Congolais, mais par contre, quand on parle du génocide rwandais, Kagame a mis des moyens. Pourquoi Kinshasa ne parle pas de 8 millions de morts? C'est la question. Ce sont nos morts en nous. Pourquoi les élites politiques se taisent? Sont-elles complices ou pas? Voilà pourquoi ce qui s'est passé à Beni doit interpeller tout le monde. Vous avez vu plus de millions, 5 à 10 millions de gens de Beni étaient dans la rue pour dire n'acceptent pas ni la balkanisation, ni les théories.
Et comme notre armée est infiltrée, toutes les dispositions qui sont prises pour attaquer les rebelles sont dévoilées. Ce qui est dramatique. Donc, il faudrait que les élites prennent conscience, s'organisent et qu'ils comprennent qu'il faut prendre rendez-vous avec l'histoire. Ceux qui ne prendront pas rendez-vous avec l'histoire seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Oui, mais ça fait 10 ans que vous tenez le même discours, 10 ans que vous interpellez l'élite politique à prendre conscience. Mais 10 années passées, à faune, vous criez dans le vide. Pourquoi cette insouciance de la part des élites, de la part des dirigeants? Pourtant, vous avez cité le Rwanda, et qui a parlé d'un tribunal pénal international. La RDC, on n'en parle même pas. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette question de l'Est est devenue, par contre, un fonds de commerce pour certains hommes politiques. Oui, Adam, je pense que l'histoire doit nous aider. Il y a Sophie Kanza, la sœur de Thomas, qui avait publié sa thèse de doctorat qu'elle a fait à Harvard. Et dans sa thèse, elle est arrivée à une conclusion: l'ennemi du Congo, ce n'est même pas la Belgique. Ce sont les multinationales qui étaient à Berlin en 1885. Et si vous regardez tout le monde qui a soutenu la guerre à l'Est, vous allez vous rendre compte, ce sont les petits ou bien les petits-fils de ceux qui étaient à Berlin. Donc dans leur manière de penser, ils trouvent que le Congo leur appartient. Ce qui était à la base de la création du Congo. Donc la matière première, c'est eux. Donc le pouvoir à Kinshasa ne pèse pas. Donc ce sont ces gens-là qui estiment que le Congo est trop grand, il faut le couper. C'est leur position. On ne peut pas les empêcher. Ça nous savoir maintenant où sont nos intérêts, comment il faut se battre. La liberté a un prix. Comme on n'a pas l'essence de l'histoire. Parce que si on pouvait se rappeler ce qui s'est passé juste avant l'indépendance. Quand l'Amérique a pris la leadership mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, il a poussé à ce qu'on démobilise, pardon, qu'on décolonise. Et les mouvements ont commencé à partir de chez nous à partir de 1950, avec le manifeste Labako, qui a publié en 50, en 54, il a publié un deuxième, en 55, 55-56, c'est le manifeste de la conscience africaine, et en 60, on est devenu indépendant. Ça a pris combien? 10 ans. Donc moi j'ai dit, nous sommes dans le même processus. La fois dernière, donc la première indépendance, c'était une indépendance politique. Maintenant, c'est le contrôle de nos richesses. Je sais que les autres sont à Kigali, ils disent que le salaire appartient, mais l'environnement international fait ce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le monopole ni de la violence, ni de la vérité. Donc c'est à nous maintenant de nous organiser, ceux qui ont le sens de l'histoire, de tirer les leçons de l'histoire, de savoir identifier où sont les véritables enjeux, qui sont les véritables acteurs, et comment monter des stratégies pour court-circuiter tout celui qui veut nous garder dans cet esclavage. Parce qu'il faut qu'il nous voie une nouvelle élite, qui a une autre vision, et cette élite doit s'organiser. Les drames chez les Africains noirs, ou bien Congolais de manière particulière, n'est pas organisé. Et comme on n'a pas le sens de l'histoire, on estime que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, d'ici 20 ans, 30 ans, ça sera relaté dans une phrase ou bien 3-4 phrases. Mais ça a pris 10 ans. Donc il ne faut pas se décourager. C'est un processus. Ça fait partie de l'histoire des peuples. Ça va aboutir, mais cette fois-ci, c'est le contrôle de nos richesses. Et surtout que on vient de quitter l'économie de la prédation, payer les capitalismes prédateurs, pour entrer dans une autre économie où c'est l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, la Chine, la Corée du Sud sont riches, ils n'ont pas fait de guerre. Ils sont riches parce que ils ont investi dans la science. Par contre, l'Europe garde encore ce paradigme de capitalisme de prédation. Ils pensent qu'en venant piller les matières premières chez nous, ils peuvent s'enrichir. Mais ça, c'est déjà du passé. Donc d'ici 2025, 2030, ceux qui seront riches, ceux qui vont peser, ceux qui ont maîtrisé les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle en quelque sorte. Dernière question, mais on a du mal à comprendre que des personnes comme vous, c'est-à-dire des personnes qui maîtrisent les enjeux géostratégiques, des personnes qui comprennent tout ce qui se trame, sont écartées du pouvoir, sont écartées de la sphère de décision. Est-ce que c'est fait à dessein? Je pense que
ceux qui sont habitués à prendre la matière première gratuitement maintiendront toujours ceux qui pensent autrement en dehors du pouvoir. Mais il ne faut pas être naïf. Quand vous prenez l'histoire de ces pays, les autres qui étaient écartés, le Lumumba, sont battus, ils sont arrivés au pouvoir. Donc il faut faire maintenant, il faut s'organiser pour accéder au pouvoir et changer la donne. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, on ne viendra pas vous chercher à la maison. Donc ça demande une organisation. Choisir d'abord, parce qu'il ne faut pas penser gagner seul. Il faut d'abord l'organisation, il faut des moyens financiers et des moyens intellectuels. Et quand vous avez tous ces trois moyens, l'organisation, moyens financiers et intellectuels, vous pouvez fixer l'objectif et l'atteindre. Donc il ne faut pas penser qu'on viendra vous chercher à la maison. Même un pasteur, il y a des fois, il va chercher déjà à la maison. Mais en matière de pouvoir politique, on ne vous cherche pas. La liberté, l'indépendance, il faut construire, il faut se battre pour avoir. Et surtout laisser un nom dans l'histoire. Donc il ne faut pas mourir comme une chèvre. Ou bien quand on mange. D'ailleurs, les Kinois chantent. Donc, un homme, quand il meurt, laisse un nom dans l'histoire. C'est ça, prendre rendez-vous avec l'histoire et être du bon côté de l'histoire. C'en est fini avec ce numéro spécial consacré à la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons la prochaine fois. Congo na biso Congo 47 ans ya libanda